Hop, ça tourne. Bonsoir Paris. Aujourd'hui on va parler de vrais sujets, on va parler de YouTube et de pourquoi je déserte parfois YouTube. Pourquoi est-ce que je me suis posé la question de carrément quitter YouTube? C'est quoi d'être une femme sur internet? L'impossibilité de créer du contenu engagé sur les réseaux sociaux, etc., etc. Plein de choses. Comment vivre sa vie financièrement en ayant cette activité à côté. Bref, en fait je crois que j'ai jamais vraiment parlé de mon rapport à internet et au fait de m'exposer. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. 6 ans. Et même si j'ai pas une très grosse communauté, j'ai quand même eu plein d'opportunités professionnelles, aussi genre amicales, de rencontres et tout grâce à internet. Je rencontre quand même parfois vous. Du coup aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up un peu coucher de soleil inspiré de Emily Wood. Vous savez, cette créatrice de contenu maquilleuse que j'adore. Let's go. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de YouTube aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, il y a un événement qui s'est passé en janvier qui m'a complètement fait repenser mon rapport à internet et aux réseaux sociaux, notamment mainstream, YouTube, TikTok, X, Instagram, les plateformes mainstream. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon dernier méta make-up, je l'ai fait au sujet du syndrome des ovaires polykystiques, de l'hyperpilosité, etc., etc. Toutes ces thématiques-là. Cette vidéo s'est fait shadowban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était plus visible dans le fil des vidéos. Il fallait genre cliquer sur mon profil et il fallait être connecté à son compte Google pour pouvoir la voir et avoir plus de 18 ans. Très mystérieux parce que dedans je parle pas de grand chose, enfin je parle du syndrome des ovaires polykystiques, de poils, de complexes, de féminisme, mais enfin il n'y a rien de choc-barrant dans ce propos-là. Et ça m'a en fait vraiment mais non seulement foutu en rogne, mais plus découragée qu'autre chose, je pense. Je me dis toujours que c'est hyper important de parler de féminisme, de vraiment pas lâcher cet axe-là et tout. Et non seulement c'est important, mais aussi c'est hyper présent dans ma vie, donc j'ai envie d'en parler, quoi. Et de voir que sans explication aucune, sans même recevoir un seul email, je n'ai même pas été notifiée de ce shadowban, la plateforme peut juste décider que ce propos ne peut pas exister. En fait, ça m'a trop saoulée, quoi. Genre, c'est super décourageant. Je me suis dit, mais en fait, c'est insupportable d'être sur des réseaux qui sont dirigés par des hommes blancs qui ont juste le capitalisme, des intérêts en fait purement économiques. La plateforme qui va dans un endroit que je trouve mais tellement chiant, de plus en plus scripté, télévisé, les grosses productions, tout ça, c'est que des choses que je n'aime pas, je suis contre. Pour moi YouTube c'est du DIY, pour moi YouTube c'est chouette parce que justement c'est brouillon, on va suivre des gens qui savent pas ce qu'ils font, des gens qui vont parler depuis leur point de vue à eux, et c'est ça qui m'intéresse sur YouTube. Du coup ça m'a vraiment fait me poser la question, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de publier sur YouTube si c'est ça l'avenir de cette plateforme? Ce qui m'a saoulée avec ce shadowban, c'est que j'ai eu du coup aucune explication. C'est une abonnée à moi qui m'a prévenue littéralement. Plusieurs fois j'ai demandé sur la plateforme directement des explications, et c'est finalement quand sur X j'ai tagué YouTube créateur qu'ils ont finalement réagi. Et en fait la vidéo avait genre le meilleur lancement de ma chaîne la veille au soir quand je me suis couchée, sauf qu'elle a été du coup shadowban pendant la nuit, et du coup en fait ça s'est perdu une fois que dans les 24 premières heures la vidéo n'est plus propulsée par l'algorithme. En fait personne ne va aller la regarder derrière. Et d'ailleurs vous avez été trop mimi à commenter et tout, parce que je vous avais demandé aussi à vous mobiliser, quoi. Ce qui m'a vraiment fait genre hyper plaisir. En fait sur cette plateforme il y a tellement de mecs et d'hommes masculinistes qui dilapident des discours ultra dangereux, ultra sectaires, et puis en fait ils font des millions de vues, et je parle pas que des États-Unis, je parle évidemment aussi de certains Français, etc. Et tout ça peut exister, mais toi quand t'es là et que tu parles de poils et que t'es une meuf, mais on te chie à l'arrêt, quoi. Donc je me suis un peu dit, mais en vrai c'est quand même super dangereux que tous mes vidéos, mon travail depuis 6 ans repose sur
une plateforme où je n'ai même pas d'interlocuteur, ce sont simplement des robots qui te répondent. Faut-il boycotter du coup ces plateformes? Et à la fois, est-ce que les déserter c'est pas plus dangereux? C'est vraiment la question que je me suis posée. Je me suis dit mais en fait si on quitte toutes et tous, mais surtout toutes les plateformes mainstream, et ben non seulement on n'a plus de visibilité sur ce que disent les groupes masculinistes, les groupes de meufs d'extrême droite, etc. On n'a plus de visibilité sur comment est-ce qu'ils gagnent du terrain, quels sont leurs outils de communication, quel est leur programme politique, etc. Mais en plus on leur laisse la place, alors que non, il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, il faut défendre son beefsteak quoi aussi. Donc je suis plutôt contre le fait de déserter ces espaces-là. Et à la fois, il faut aussi savoir assurer ses arrières, quoi. Parce que là, moi, concrètement, si demain YouTube décide de supprimer toutes mes vidéos parce qu'elles sont outrancières ou que sais-je, que vais-je devenir, quoi? Je vais devoir aller travailler, avoir un vrai travail. Mais il y avait vraiment un truc de frustration, surtout quand j'ai vu en fait l'engouement qu'a créé cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de zones de flou autour de ce diagnostic du SOPK. J'ai vu une nana sur Twitter qui a relancé le débat en mode est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on n'est pas en train de pathologiser juste des choses qui sortent de la norme chez les femmes, l'hyperpilosité, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, bref. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a vachement mordu direct. J'ai eu plein de DM de meufs. Et pourtant, vraiment, genre, même sur Insta, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Même des filles que je connais personnellement, à qui j'ai plus parlé depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans, que j'ai pas vu depuis le lycée. Des potes de potes qui sont venus m'envoyer des vocaux pour m'en parler. Enfin, ça m'a vraiment hyper touchée parce que je me suis rendu compte que peut-être qu'on s'en parle pas tant dans la vraie vie. Et que c'est ça qui est hyper important pour moi, c'est créer un espace immatériel sur lequel on peut toutes se connecter et se dire des trucs qu'on va pas forcément dire à nos amis dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a vraiment touchée. En plus, quand j'ai vu, justement, quand j'ai dénoncé le shadowban, vous avez été hyper nombreuses et très réactives, et nombreux aussi, il y a sûrement eu des mecs aussi dans le tas, mais à commenter. Et il y a eu un espèce de truc un peu où j'ai un peu eu l'impression que ce mot de communauté avec lequel tous les youtubeurs et youtubeuses ont du mal et tout faisait sens. En fait, créer un espace où entre meufs on peut se parler, réfléchir, s'envoyer des liens d'articles, de machins, de trucs, je crois que ça existe pas tant sur YouTube, du moins, en tout cas sur le YouTube français. Et je me suis dit mais en fait c'est trop important et ça me fait trop plaisir et ça me fait trop du bien pour le laisser tomber quoi. Moi internet j'adore, et pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube? C'est aussi parce que quand j'ai découvert le féminisme et plein de thématiques dans ma vie liées à mon corps, à mon autonomie corporelle, à ma sexualité et tout, quand j'étais ado, je me sentais super seule, j'étais dans une petite ville, j'avais un peu l'impression de, même la mode et tout, de pas trop pouvoir en parler aux gens. Quand j'ai fait ma première fois, je me suis fait slut shame de fou. Je veux dire, il y a plein de choses où, grâce à internet, j'ai trouvé une forme de petit cocon, des gens à qui parler, des enseignements, en fait, des outils pour me préparer dans la life, et ça j'y tiens de fou parce que moi j'en ai eu besoin à un certain moment et j'en ai toujours besoin en réalité, genre ça me fait tellement du bien. Là je suis en train de me peut-être donner mauvaise mine alors que le mood était summer, mais on va voir. Ok, tout ça m'a fait penser à qu'est-ce que c'est que d'être une meuf sur internet. En 6 ans, moi, j'ai connu 2 attaques, on va dire 2 raids de mascu. Du coup, ça passe, hein, on va pas se mentir. Le premier, c'était sous une vidéo que j'avais sortie pendant le confinement sur Virginie Despentes. Évidemment, tu mets le nom de Virginie Despentes, je pense que ça clique. Mais ça m'avait, enfin, je m'en étais complètement contrecarré, contrefoutu. Par contre, ce qui m'avait deg, c'était que c'était vraiment des commentaires très misogynes et qui utilisaient la misogynie aussi pour dilapider du racisme et tout. Enfin bon, bref, j'avais signalé tous les commentaires, j'avais fait un tri à la main toute seule, assez giant, mais c'était quand même assez corsé. Et la deuxième fois, c'était plus récemment, je pense que c'était il y a genre 2 ans. Et là, c'était une vidéo Combini.
Combini qui n'a pas du tout fait le taf de en fait de trier les commentaires quoi. Juste c'est un travail. Quand tu demandes à une jeune femme de, je pense que j'avais 25 ans du coup, 24 ans, qui a très peu d'abonnés par rapport au compte Combini, de venir faire une analyse féministe sur un sujet, ça serait bien de mettre des modérateurs dans les commentaires, parce que du coup sur cette vidéo TikTok, 700 commentaires de mascu royaliste, enfin tout le gratin d'internet quoi. Des appels au viol, des vidéos des commentaires terribles. Ça m'avait quand même assez dégoûtée parce que je m'étais dit mais putain, le nombre, on se rend pas compte. On se rend pas compte en fait, 700 commentaires c'est énorme, c'est... Enfin je sais pas, il y a une espèce de dégoût, de raz-de-marée en fait. Et je dis que ça me passe au-dessus, moi je dis toujours que ça me passe au-dessus, mais je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que en tant que nana sur internet, j'ai l'impression qu'on se sent quand même 3 fois plus épié et on nous attend beaucoup au tournant, surtout quand on parle de féminisme, de sujets de société, etc. Un mec peut lire 3 paragraphes d'un chapitre et se décréter expert d'un sujet, mais nous par contre, attention, il faut sortir tous ces diplômes des 10 dernières années pour être légitime de parler d'un sujet. C'est très compliqué et ça, je me rends compte qu'avec le temps, ça m'a quand même créé une forme de stress. Parfois, j'ai peur de prendre la parole sur certains sujets. Pas parce que j'ai peur d'un backlash, mais parce que il y a un espèce de truc de syndrome de l'imposteur, ou devrais-je dire syndrome de l'impostrice, parce qu'il a été prouvé que les femmes sont 3 fois plus sujettes au syndrome de l'impostrice que les hommes. Parce que évidemment que le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'il manifeste? Il manifeste juste une tendance à s'inférioriser et à culpabiliser, qui sont quand même des traits de caractère typiquement féminin, on va pas se mentir. Et une fois que tu rationalises ça, tu te rends compte que non, en fait il faut se sortir les doigts du cul, y aller et avoir confiance en soi, mais c'est quand même, c'est tellement latent et tellement diffus dans ce que tu penses, dans ta manière d'être, de te déplacer, de parler, que c'est difficile de résoudre ce problème-là. Je me suis rendu compte que je me bloquais sur plein de trucs, qu'il y avait des vidéos que j'avais envie de faire, peut-être qui sortent un peu de ce que je fais d'habitude, hein, et je m'interdisais de les faire parce que, peur d'être cringe, peur que sur TikTok, abrège ton frère et machin et tout, peur qu'on isole un moment, et voilà. Peur de aussi, montrer mon corps, et le rapport au corps aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, mais tout un délire. Et quand t'as un métier d'image, on va dire, c'est quand même problématique. Et en fait ça me rend folle parce que je me rends compte que pour moi cette chaîne YouTube c'est un espace de liberté énorme. C'est pour ça que c'est ce que je préfère faire dans mon temps libre, et c'est une chance de fou parce que j'ai quand même des gens qui me regardent et qui cliquent sur ces vidéos là. Et ça, c'est pas donné à tous, donc il faut que je me sorte les doigts du nuque. Comme d'habitude. Le rose, c'est sympatoche, j'aime bien. Est-ce qu'on en mettrait même pas un petit peu plus? Ensuite, je vais prendre cette petite palette pastel Huda Beauty que j'ai depuis. Et on va mettre un tout petit peu de la teinte que j'utilisais le plus. Pour ajouter un côté irisé, parce que ça c'est des fards quand même assez mat et on aime les paillettes ici. Hop, oh waouh, voilà, ça ajoute 3 paillettes et je trouve que c'est tout de suite magique. Moi, la raison pour laquelle j'adore YouTube, pour laquelle je me suis mise sur YouTube et je regarde YouTube, même si je regarde de moins en moins, mais on va aussi en reparler, c'est ce côté, comme je le disais, DIY, ce côté bricolé, l'opinion des gens, le jeu qui est assumé en fait. Contrairement à plein d'autres médias. Même sur Instagram, même sur TikTok, c'est pas pareil. Sur YouTube, en fait, moi je suis assez convaincue qu'on suit les youtubeurs pas pour leur contenu, mais pour leur personnalité. Je suis assez convaincue que vous, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf, vous me suivez... Oui, parce que je parle de mode et que voilà, mais aussi il y a une part de vous qui me suit parce que c'est ma personnalité, c'est ma manière de parler, c'est un tout, l'image sociale que vous avez de moi qui vous plaît un minimum et qui fait que vous avez envie d'en voir plus, quoi.
Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai envie de revendiquer, en fait. Pour moi, c'est un vrai enjeu féministe, et pour plein d'autres théoriciennes, hein, je suis pas en train de d'inventer quelque chose. C'est un réel enjeu que de se positionner, de se situer au sein de son récit, dans ce qu'on raconte. De dire, bah voilà, moi j'écris depuis cet endroit-là. Moi, je vous parle depuis cet endroit-là. Ne serait-ce déjà que pour expliquer ses privilèges. Moi, je vous parle souvent de féminisme en tant que femme blanche, qui a grandi dans un petit village en Alsace, dans une famille privilégiée. Mon père est médecin, ma mère est infirmière. J'ai jamais manqué de rien. Aujourd'hui, je vis à Paris, donc j'ai une expérience citadine du monde, intramuros. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça ma réalité aussi. Alors qu'en philosophie, il y a cette tradition d'un jeu qui se veut impersonnel, neutre, prétendument objectif, et qui trahit en réalité une position masculine, et qui trahit elle-même une approche viriliste des sciences et du savoir. Une approche viriliste des sciences et du savoir dans laquelle, en fait, il n'y a pas de place pour l'émotion, l'expérience, le corps situé, le corps vécu, ne sont pas des billets dans lesquels on peut faire confiance pour atteindre à une certaine forme de vérité. Or, toute l'approche féministe de la philosophie contemporaine, notamment de la phénoménologie, etc., dit l'inverse. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi... j'ai beaucoup pensé à ça aussi cet été, parce que j'ai lu le dernier bouquin de Manon Garcia, qui parle du procès Pellico, qui change un peu de ses bouquins habituels. C'est une philosophe, elle s'inclut dans son récit et c'est la première fois qu'elle fait ça. C'est un bouquin qu'elle veut un peu à la croisée des genres, qui est à la fois quelque chose de philo et à la fois une approche plus personnelle de l'écriture, parce qu'elle dit en fait être une femme philosophe mais aussi féministe et assister au procès de Dominique Pellico. Il se passe des choses dans ta tête, il se passe des choses dans ton corps, tu arrives avec un savoir qui te vient de ton corps, de tes expériences vécues, et tu peux pas faire abstraction de tout ça. Tu peux pas écrire juste un bouquin de philo en énonçant voilà, des thèses et des hypothèses. En fait, tu y assistes en tant que femme qui a vécu un certain nombre de traumatismes ou pas, de violences sexistes et sexuelles, etc., et tu parles de ce point de vue-là. Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est quelque chose que je m'applique à faire sur cette chaîne YouTube. En tout cas, j'essaye de partir d'un jeu qui est affirmé, situé, politique, quelque part, pour pouvoir parler de choses en fait qu'on vit probablement toutes, ou du moins une grande partie. C'est pas évident parce que justement il y a cette peur d'être vulnérable sur internet aussi, notamment quand on est une meuf comme je le disais. Et à la fois pour moi il y a que comme ça qu'on peut avancer dans nos luttes, c'est en étant vulnérable et en s'incluant dans nos luttes. C'est pas en parlant d'un point de vue complètement désincarné. Enfin ça marche pas comme ça quoi. Je vais essayer de mettre du rouge à lèvres sur mes yeux, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera une très mauvaise idée mais bon. Là j'ai envie que ça soit... du rouge. Oh waouh, c'est beau. Je pense que je m'en rends compte parce que maintenant j'ai terminé mes études. Avant j'étais vachement dans une approche aussi théorique et choses. J'avais du mal à let go les auteurs, les autrices, les textes, les concepts et tout. Et ça, enfin, c'était vraiment le prisme par lequel j'avais envie de comprendre le monde. Et je crois que j'ai eu une petite crise existentielle l'hiver dernier où je me suis dit est-ce que j'ai envie de faire de la recherche ou pas. Et je crois que ce qui m'intéresse, et notamment sur cette chaîne, c'est plus de raconter des histoires de mode, de corps, de femmes, à travers notamment mes lectures qui sont notamment souvent théoriques et souvent de la philo parce que j'apprécie quand même ça et que c'est un peu la manière dont mon cerveau pose les questions. Je me suis rendu compte justement au cours de cette petite crise existentielle que ce que j'aimais sur YouTube, c'était créer cet espace où il y a ces récits qui se forment, où on se raconte un peu nos expériences. En fait, pourquoi je parle autant de mode, de corps et de féminisme et de femmes? Parce que ça pose problème dans ma life. C'est pas parce que c'est cool, hein. Et je sais pas, il y a un endroit où c'est pas encore résolu. C'est encore des altérités contre lesquelles je bute. C'est encore des grosses questions qui, aujourd'hui, à 26 ans et demi, bientôt 27, je ne trouve pas de réponse. Et du coup, collectivement, ça m'intéresse qu'on se pose, qu'on s'asseye et qu'on se pose un peu ces questions-là.
Et je crois que j'ai envie de raconter ces histoires-là. J'ai envie peut-être de créer des trucs qui changent un peu plus et qui sont pas seulement dans le format vidéo essai. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette petite série de méta make-up où en fait je discute de manière un peu plus wild. She's so crazy. Parce que je commence à en avoir marre de ce format genre hyper réglo où je vous fais un exposé. Il est très bien et je vais continuer à l'avoir, mais j'ai envie de développer d'autres trucs et je vous en reparlerai en toute fin de cette vidéo. De toute façon, vous avez le chapitrage comme d'hab hein, pour que vous puissiez quand même vous y retrouver. Putain, mais là je ressemble, je sais pas, genre comme d'hab un perroquet. J'ai l'impression que sur elle, c'est toujours hyper haute couture et moi ça fait perroquet. Mais bon, on va trust the process hein, comme d'hab. Ah mais c'est joli d'en mettre un petit peu plus sur la pommette aussi comme ça. Là aussi, on va en rajouter un petit peu. Une deuxième problématique qui est trouver l'argent et le temps pour créer du contenu gratuit. Cette année par exemple j'ai gagné 540 € je crois grâce à mes vidéos, grâce à la fonction monétisation sur YouTube. Là je prends une autre palette, ça c'est des palettes que j'ai depuis toujours hein, guys, vraiment. Bobbi Brown qu'on m'avait donné une fois et je vais mettre du soleil parce que là on est très rouge, très feu, mais là il faut mettre de la lumière là-dedans parce que là sinon ça va juste pas le faire en fait. En gros je vous explique un peu comment je gagne ma thune. Je vais juste me laver la main. Donc moi je bosse en freelance, ça fait longtemps, j'ai commencé à bosser et à faire des missions de freelance à côté de mes études déjà et donc je bosse en freelance, j'ai plusieurs clients. En gros, j'ai surtout un client où je passe entre 2 jours et 3 jours par semaine en fonction des périodes. Je fais de la conception éditoriale et de la rédaction de texte, du coup j'écris beaucoup, etc. Voilà. Ça c'est vraiment le métier qui me permet d'avoir une stabilité financière et aussi un peu émotionnelle parce qu'en vrai quand j'y suis, je suis pas obligée mais j'aime bien aller aussi en présentiel, avoir un bureau, des collègues. At the end of the day, si t'as bien fait ton taf, c'est bien, tu vois. Enfin genre c'est... Je sais pas, il y a un truc plus tangible de cette expérience de professionnelle qui est aussi collective parce que quand tu travailles sur des vidéos ou pour des médias, c'est très solitaire. Parce que à côté de ça, du coup, je bosse aussi pour d'autres médias. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos que je fais avec Arte. Mais voilà, il y en a... Là, je suis en train de travailler sur une autre série de vidéos avec Gradia. C'est des choses qui sont plutôt ponctuelles et un petit peu moins bien payées. Du coup, qui permettent voilà d'apprendre des trucs parce qu'en vrai j'apprends plein de choses, de faire des rencontres, mais du coup entre tous ces trucs c'est vrai qu'il reste jamais beaucoup de temps pour... C'est très beau, attendez j'essaye de m'approcher pour que vous voyez. Il me reste jamais beaucoup de temps pour ma chaîne YouTube et pour mes idées de vidéos que je délaisse parce que quand c'est un truc qui ne te rémunère pas sur ta to-do list, c'est évidemment le dernier truc que tu vas faire du coup, en toute logique. Du coup, je me rends compte parfois que je suis en freelance pour pouvoir faire mes projets perso, mais qu'au final, vu que quand t'es en freelance, t'es vraiment jamais sûr de quand est-ce que tu vas de nouveau avoir une mission, quand est-ce que tu vas faire rentrer l'argent, donc il y a un petit côté stressant qui fait que t'acceptes aussi souvent des missions histoire de mettre des sous de côté et t'assurer une forme de stabilité financière quand même. Et du coup, c'est vrai que t'es en freelance pour faire tes projets perso et au final, tes projets perso, tu les fais quand même pas trop, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez dur, je trouve, cette frustration-là à gérer. Je sais que c'est que le début, ça fait que 2 ans, donc il faut encore que je trouve mon rythme, etc. Sauf que la solution pour me dégager plus de temps pour YouTube, ce serait de gagner de l'argent sur cette plateforme. Là, du coup, plusieurs options s'ouvrent à moi, mais elles me gênent un petit peu toutes. J'ai envie que mon contenu reste gratuit et ouvert à tous et toutes. C'est pour ça que je disais que j'ai pensé à quitter YouTube, à ouvrir un Patreon. J'y ai vraiment pensé. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, parce que le travail que je fais, c'est quand même un travail de vulgarisation. J'ai envie qu'il trouve son public et j'ai envie qu'il surprenne des gens. Il n'y a jamais un commentaire qui peut me faire plus plaisir que quand quelqu'un me dit « En fait, je suis tombée au pif par clic. De base, je m'en fous de la mode, mais là, je sais pas, je suis en train de repenser un peu ce rapport-là. Et c'est un outil hyper important de démocratisation et
et j'y crois quoi, j'y crois dur comme fer. Donc j'ai pas trop envie voilà d'aller sur une plateforme privée ou payante. Je tiens aussi à mon indépendance vis-à-vis de vous, de mon audience. J'ai pas envie de lancer de crowdfunding ou je ne sais quoi. Je trouve que ça devrait jamais être aux gens qui regardent de financer le matos des gens, enfin je sais pas. En tout cas moi ça me met mal à l'aise et j'ai pas envie de devoir ou de me sentir redevable de quelque chose. Et après il y a aussi la question des partenariats que j'ai toujours et systématiquement jusqu'à présent refusé, sans en faire une ligne édito, mais parce que j'avais pas forcément envie de devenir une pancarte publicitaire, et que le choix que je fais en étant freelance et en bossant pour des clients, pour d'autres médias et tout, c'est justement de m'assurer une forme d'autonomie sur YouTube. C'est une vision qui est en train d'évoluer actuellement. Je suis en train de revoir ça parce que je me suis dit en vrai, si j'ai envie de revaloriser mon travail sur YouTube et de mener à bien tous ces projets que j'ai envie de faire depuis tout le temps, et ben il faut que quand même que je trouve une manière de rentrer dans mes clous à ce niveau-là. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas, et je vous pose la question et dites-moi ce que vous en pensez, voilà, faire notamment pour les Meta Makeup. Je me suis dit pour la prochaine saison des Meta Makeup en 2026, admettons que j'en sorte 6 sur l'année, ce serait pas déconnant de trouver une marque de cosmétiques bio un peu cool, un peu, enfin voilà, j'en sais rien, qui a des bonnes valeurs, qui me fait livrer son make-up, et du coup bah chacun des Meta Makeup je me maquille avec. Sinon je me suis aussi dit pourquoi pas démarcher des marques, pas de produits qu'on peut acheter mais plus de services. J'ai vu que Le Coin d'Elodie elle fait des partenariats avec Squarespace, qui est un site pour créer des sites, qui a l'air vachement bien fait. J'avais déjà envie de me lancer sur Squarespace parce que j'aimerais vachement refaire mon site. Et voilà, j'aimerais bien avoir un espace, enfin un nom de domaine et tout, au nom de Fashion Quiche. Donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait aussi peut-être que genre je fasse une collaboration avec Squarespace pour que vous ayez, je sais pas, un code de réduction si vous voulez faire votre propre site. Ou des trucs plutôt comme ça, avec des outils de ce type, plutôt que des trucs de consommation pure et dure. Je sais pas, je suis grave en train de penser à tout ça. Cette année, j'avais aussi essayé une autre manière de gagner des sous, d'avoir une bourse, mais j'ai échoué. Donc je n'ai pas eu les sous de cette bourse, mais je pense quand même candidater au CNC Talent, sauf que ben je manque de temps aussi pour faire ça, et monter un dossier, bah ça prend du temps. Il faudrait que je sache exactement pour quelle vidéo, que je monte un plan de financement, que je monte un peu une petite équipe et tout. Donc c'est quand même du travail. Mais bref, j'essaye un petit peu de trouver une manière de me professionnaliser, je pense, parce que je me rends compte qu'en 6 ans, c'est toujours quelque chose qui me fait kiffer malgré tout. On va re-regarder sa petite photo. Ah, elle a mis un petit peu de crayon brun. Ça peut peut-être faire la diff, je pense. Après, il y a un truc avec lequel je ne change pas d'avis. C'est que je pense que ce n'est pas bien de faire de la création de contenu son main job. En tout cas, d'en faire à plein temps. C'est très solitaire comme job. Que tu perds complètement le côté travailler en équipe et tout, qui moi, un truc qui me plaît quoi. Genre j'aime bien. Et puis, je sais pas, d'apprendre des choses, sortir un peu de sa vision des choses et de son prisme. Tu perds forcément le contact avec la réalité. On idolâtre trop les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ça t'exclut de la société quelque part. Ça nivelle aussi toutes les expériences humaines en fait. De se dire qu'il faut tout filmer, de faire une jolie assiette pour le filmer, d'avoir une belle déco pour le filmer, comme si filmer attestait de ta vie. Ça nivelle toutes tes expériences, c'est-à-dire que sans caméra, bah tu bouffes du riz blanc quoi, enfin c'est quoi le délire? C'est très bizarre, que ça crée une forme d'obsession de soi, une forme de narcissisme, ça c'est évident, qui préexistait, j'en suis assez convaincue. Ça c'est un truc auquel je pense depuis longtemps. Moi j'ai l'impression d'avoir toujours eu un petit problème avec mon ego, un espèce de truc narcissique à combler. Déjà quand j'étais petite, enfin c'est un truc de ouf, ma mère elle a numérisé les cassettes de notre enfance cet été, et sur toutes les cassettes, mais je vais devant la caméra et je fais des grimaces et machin et trucs. Mais j'ai toujours eu besoin qu'on me regarde. J'ai adoré faire de la danse. Mon rêve c'était de devenir danseuse étoile. Et si j'étais pas danseuse étoile, être danseuse, genre dans une compagnie moins bien, ça ne m'intéressait pas quoi. Je pense que
ce besoin d'être regardé et tout, bah souvent c'est trop con, hein, mais ça camoufle tout simplement un besoin d'être aimé et le fait qu'on s'aime soit peut-être pas suffisamment. Enfin bon, je fais de la psychologie de comptoir, bref. Et il y a eu un moment aussi, en 2020, quand ma chaîne YouTube a commencé un petit peu à prendre, juste là niveau regard, on est quand même pas mal. Elle a mis un peu de jaune, mais j'en ai pas. Mais par contre, j'ai un genre de vert citron lime qui est pas mal et je me dis que ça pourrait faire la petite touch. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je vais ruiner? Je transpire, j'ai chaud. Oh, terrible. Oui, donc en 2020, en fait, j'ai commencé à faire plus de vidéos et à un peu percer entre gros guillemets. Enfin bon, bref, à l'échelle de ma chaîne YouTube, quoi. Et c'était pendant la période du confinement. Il faut sachez que, genre une semaine avant le confinement, je me suis fait larguer par texto. Et du coup, bah, je suis arrivée dans le confinement dans un mood, j'ai une revanche à prendre. Comme d'hab, à cette époque, la revanche à prendre, c'était perdre du poids. Du coup, j'ai couru 10 km par jour, j'ai effectivement perdu du poids. J'ai pu remettre des jeans que je portais quand j'étais au lycée et que j'avais un rapport à la nourriture tapeur. Et en plus de ça, j'ai fait plein de vidéos, ça a commencé à prendre un peu. Et donc j'ai posté énormément de photos de moi sur Instagram, de mes outfits, machin, de trucs que je trouvais jolis. Et en fait, la réalité là-dedans, c'est que je choisissais les photos où je paraissais le plus mince, que je mettais des habits juste dans l'optique de les poster, ce qui quand même est naze à chier, qu'on se le dise, je trouve, et ce qui va complètement à l'encontre de ma vision de la mode, et déjà à l'époque, qui est une vision que je défends, sensorielle, dans la sensation, dans le fait de s'éprouver soi, dans le fait de gagner confiance en soi et tout, plutôt que dans un rapport purement d'image à la mode. Heureusement que je me suis rendu compte assez vite et que du coup j'ai cessé de prendre ces photos et de me mettre en avant de cette manière-là, parce que ça me gênait. Je me suis dit mais j'ai pas envie d'entrer dans ce rapport-là. Aussi parce que je pense qu'on a une responsabilité en fait, et ça c'est une question qui est sans cesse évincée quand on parle de création de contenu, et qui est une question compliquée, hein, parce que j'ai pas du tout envie de, encore une fois, jeter la pierre sur les créatrices de contenu, déjà qu'on n'est pas nombreuses et tout, mais quand même, on a une responsabilité à prendre. En 2020, quand j'ai commencé à être that girl et à jouer les models ou je ne sais quoi, en fait, je me suis dit, mais what the fuck, mais j'ai plein de meufs qui ont mon âge, si ce n'est moins, qui me suivent, qui, probablement comme moi, ont plein de problèmes avec leur corps, leur apparence. Pourquoi est-ce que je leur renvoie cette image de moi, en fait? Délire, on nage en plein délire. En fait, le jaune, ai-je vraiment bien fait? Je pense que j'ai envie de faire une dinguerie. On va mettre du rose, genre vraiment beaucoup sur la joue, et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je disais? Je me perds. On a une vraie responsabilité, nous, les créatrices de contenu, influenceuses, appelez ça comme vous voulez, et on s'en défait trop et c'est insupportable. On peut pas parler de troubles du comportement alimentaire et ensuite poster des images comme ça, en fait. C'est pas possible. Il faut arrêter là, au bout d'un moment, le foutage de gueule, c'est insupportable. Je trouve que c'est faillir à notre responsabilité vis-à-vis des meufs qui sont peut-être plus jeunes que nous sur les réseaux sociaux. Et sur ce, on se met du rose. Délire! Et je pense que quand t'es une meuf sur les réseaux sociaux, t'as un rapport à ton corps tellement chelou. Enfin bon, quand t'es une meuf tout court, mais de devoir bosser avec ça et de devoir composer avec ça, créer du contenu avec un corps féminin, ça pose énormément de questions d'éthique personnelle, ça te repousse beaucoup dans tes retranchements et tout, et je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que c'est compliqué. Ça m'intéresserait assez d'en parler avec d'autres meufs, d'autres créatrices de contenu. Dites-moi si ça vous intéresserait qu'on en parle sur cette chaîne avec d'autres créatrices de contenu et lesquelles. J'ai besoin de mettre un truc ici, une paillette ou un truc genre un petit pins, j'en sais rien, enfin quelque chose quoi. Enfin voilà, donc ça pose plein de questions en vrai. Et je pense qu'un truc dont on a tous collectivement besoin aussi, c'est de nouvelles inspirations sur cette plateforme.
Comme je le disais au début de la vidéo, c'est complètement nul de répliquer ce qui fait que la télé est médiocre sur YouTube, quoi. Il y a peu de choses qui m'inspirent sur la plateforme actuellement, même des meufs que je regardais depuis longtemps, j'ai assez cessé de les regarder. À part Emma Chamberlain, to be honest, c'est une meuf qui m'inspire toujours, j'aime trop ses vidéos, parce que pour moi c'est recherché, il y a une petite touche un peu cinématographique, crari, et à la fois ça reste quelque chose qui est handmade. Pour ce qu'il en est de mon contenu à moi, comme je vous le disais, je crois que j'arrive à une petite fin de cycle. Les vidéos SS, c'est bien marrant, c'est cool, mais déjà, je les illustre, enfin c'est une galère pour les illustrer, hein, parce que toutes ces images, vous vous doutez bien qu'elles ne m'appartiennent pas. J'ai quand même envie de continuer à en faire, mais j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie d'essayer d'autres formats, des choses peut-être, comme je le disais, peut-être un peu plus perso, sans divulguer trop de choses sur ma vie privée non plus, mais des choses où je peux parler à la première personne sur cette chaîne, enfin pour la première fois depuis 6 ans me le permettre, sans avoir l'impression que je me trahis ou que sais-je. Le mascara, toujours. Là, la prochaine vidéo qui va sortir, si tout se passe bien, justement, c'est quelque chose qui est assez différent. Différent, pas non plus, voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais c'est quand même vers cette vibe que j'ai aussi envie d'aller. J'ai aussi envie de m'acheter une tablette graphique, j'en avais parlé sur Insta, pour faire des petites vidéos pour Insta avec du dessin. J'ai envie de renouer aussi avec le dessin. Je me suis parallèlement aussi remise à l'écriture. Parce que moi, de base, j'avais un blog. Avant que je m'appelle Fashion Quiche, quand je m'appelais encore Golden Grounds, c'était un blog à l'origine qui existe toujours. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le ferme parce que je sais pas si j'assume. Je rigole, j'assume tout. N'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous regardez mes vidéos. Qu'est-ce que vous seriez curieux et curieuse de voir sur cette chaîne? Ce qui peut-être, enfin, vous ferait envie. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les autres youtubeuses que vous regardez. Parce que déjà j'ai besoin de trouver des nouvelles sources d'inspiration et des nouvelles consoeurs qui font des trucs qui me plaisent. Mais aussi, voilà, pour voir un petit peu c'est quoi votre vibe, quoi. Ça c'est un petit rouge à lèvres MAC que j'ai eu gratis. Écoutez, j'adore cette couleur. C'est la teinte Warm Teddy. Et alors cet été je l'ai eu gratuit parce que je me suis acheté ça pour la première fois de ma vie. Un crayon à lèvres. Fashion Quiche pour la première fois de la vie, quoi. Genre, je vous assure que moi, j'arrive toujours 15 ans après les gens. Ah, c'était presque parfait, et là j'ai fait le coup de trait en trop, parce que je suis conne. Ça, ce crayon, c'est Mahogany. Voilà, j'ai fini mon make-up, j'ai fini ma parlotte, c'était très long. J'espère que vous avez apprécié. Ça sent bon ce truc, je le mets jamais. J'adore. Je vais vous montrer un petit peu en me mettant plus proche de ma fenêtre pour avoir la lumière. Est-ce que vous voyez bien tous les détails? Voilà, et ben merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter comme d'hab, bref, vous connaissez. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Courage pour votre rentrée, pour vos projets cette année, tout ça, force à vous. Et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire. Ciao!